Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple. Lucas.fr. Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement heureux et ravi d'être reçu dans les locaux de l'ESN Chaudeau, près de République, près de la place de la République, par Laurie Maurice, CEO. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, je vous ai réservé un épisode un peu spécial, effectivement. Laurie n'est ni la DRH de Chaudeau, ni la CEO d'une entreprise proposant une solution RH. Mais j'ai choisi de recevoir Laurie à mon micro afin qu'elle vous parle de son histoire, de la culture de Chaudeau et de ses convictions en tant que militante de l'exclusion, de l'inclusion. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Militante de l'inclusion, c'est important ce mot. Surtout, Laurie n'a pas que des convictions. Et c'est ça qui m'a plu, c'est qu'elle agit sur le terrain concrètement, au quotidien, dans son organisation, dans son entreprise. En tout cas, Laurie, un grand merci pour ton accueil, ta disponibilité, ta patience. Comment vas-tu ? Merci à toi Florent, merci pour ta patience aussi et ta pugnacité. Voilà, on a eu un petit sujet d'enregistrement, voilà, donc on a commencé l'épisode mais qui s'est interrompu au bout d'une dizaine de minutes, donc on recommence. Voilà, c'est la vie d'un podcasteur au quotidien. Voilà, c'est jamais un fleuve tranquille. C'est comme entrepreneur. Voilà, c'est ça. Au DRH, c'est jamais un fleuve tranquille. Il y a toujours des histoires qui nous arrivent. Laurie, avant toute chose, de manière très classique, j'aimerais bien que tu te présentes, tu me racontes un peu ton histoire, ce qui t'a amené à la femme que tu es aujourd'hui, CEO de Chaudeau. Avec grand plaisir. Du coup, moi, je travaille chez Chaudeau depuis 2020. Donc, ça fait bientôt 5 ans. Et je suis rentrée chez Chaudeau en tant que responsable communication et marketing. Puisque c'est la fonction que j'occupais déjà dans ma précédente ESN, l'ESN où on s'est rencontrés, Guillaume, John et moi. Mm-hmm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la com, moi, j'y suis arrivée un peu par dépit. En gros, aujourd'hui, je suis très contente de là où je suis, mais c'était vraiment pas là vers ce dont... T'as pas choisi, quand t'étais collégienne ou lycéenne, de dire je vais faire de la com? Non, je voulais être journaliste. Et d'ailleurs, j'ai fait des études de journalisme. Journalisme d'investigation même, puisque, comme je te le disais, je voulais être Élise Lucet, quoi. En toute modestie. et en fait, il s'est avéré que c'était pas je me suis éclatée dans mes études, j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais, mais je pense que tu vois, je suis arrivée de ma petite banlieue du 95 dans une école dans le 16e où en fait il y a eu je sais pas s'il y a eu une fracture sociale, tu vois, mais il y a eu un truc où la mayonnaise a pas pris en termes de réseau, tu vois, j'ai pas su le créer. Et en fait, quand je suis sortie de cette école, je savais faire plein de trucs, mais je savais pas à qui m'adresser forcément. Ouais, t'avais pas la clé pour rentrer dans tel ou tel média, etc. C'est ça, en fait. Je pense qu'il y a un moment donné où, justement, dans ce genre d'école un peu professionnalisante, où tu peux rencontrer du monde, et voilà. Et puis, j'ai quand même signé un premier contrat
sortant de l'école. Ça a fini au prud'homme, parce que je n'ai pas été payée, ce qui est con, quoi. Et en fait, voilà, ça a été ma première expérience professionnelle, tu vois. Et puis quand il a fallu chercher du taf, ça a été compliqué. J'avais pas envie d'être pigiste, j'avais pas envie d'être précaire, j'étais pas prête à le faire. Et ce que je me suis dit, c'est que, ok, je sais faire de la caméra, je sais faire un peu de radio, je sais écrire, mais je sais pas faire de web, tu vois, le journalisme sur Internet. Okay. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais apprendre. Et je me suis lancée dans une reconversion concepteur web, chef de projet. Alors, c'est pareil, j'y vais, mais au hasard, hein, enfin, vraiment, tu vois. Et donc, je me lance dans ce truc-là, sans grande conviction, mais ce qui m'a permis quand même de faire mon alternance dans cette fameuse ESN, et où là, j'ai pu être vraiment apprendre le monde professionnel dans une boîte qui était challengeante, dans un contexte de la tech qui était challengeant aussi, enfin, tu vois, que je ne connaissais pas du tout, mais un monde s'est ouvert à moi. Et puis, ça m'a plu. Et en fait, j'ai... petit à petit, je pense que j'ai pu aussi trouver du sens dans la com. Alors, pas encore tout à fait comme je le faisais chez Chaudot, mais il y avait cette volonté quand même d'aller... En fait, je me suis plu quand même pour le monde de l'entreprise et d'aller comprendre un peu les ressorts. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivée ensuite chez Chaudot quand Guillaume et John ont créé la boîte. Donc, ils créent la boîte en 2019 2019, ouais. 2019, toi, tu rejoins un an après, à peu près, c'est ça? Ouais, un an après, à peine. Ok. Parce qu'en fait, ils ont fait le pari courageux, mais je pense qui m'a arrangé. Hein. Et puis peut-être un chouï visionnaire, tu vois, c'est d'investir tout de suite dans la communication. Oui, parce que voilà, t'es pas développeur. C'est ça. Voilà. En fait, potentiellement, ils pouvaient se dire c'était une dépense plus que. Exactement. En fait, plus qu'un investissement. Il y avait encore peu de consultants. Il y avait d'ailleurs que des mecs à ce moment-là, tu vois. Mais vraiment, la première personne du staff qui décide de recruter, c'est à la com. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Guillaume a vraiment le profil RH, John le profil commerce. Donc en fait, je venais. Ça se complétait bien. Ça se complétait bien. Ok. Tu vois. Et donc, en fait, en investissant dans la com assez rapidement dans le développement de la boîte, je pense qu'ils ont fait c'est vraiment de la conviction. C'était dans le sens où ils voulaient faire passer un cap à Chaudot et aller encore plus loin dans leur projet. Ok. 4 ans après, t'es la CEO. Yes. Très heureuse. Ah ouais, plutôt, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ça a été une aventure... quelque part, tu vois, quand tu es rentrée chez Chaudot, évidemment qu'il y a un truc à jouer. T'es la première au staff. J'avais la chance, en fait, de pouvoir comprendre tous les mécanismes. Guillaume et John, ce qu'ils ont fait aussi, c'était génial, c'est que ils m'ont tout de suite inclus dans les conversations. C'est-à-dire que il y avait, en fait, comme tout est transparent quelque part, il y avait rien à me cacher à la com. Et en fait, notre travail ensemble, ça a été notamment, tu vois, ça s'est vraiment bien dessiné à travers la crise du Covid, tu vois, parce que j'arrive en janvier 2020, mai 2020, attends, mars ou mai? Mars, ouais. Mi-mars, ouais. On se fait confiner là, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, je pense que c'est mon job de communication qui s'est un peu dessiné et où j'ai pu recoller aussi avec ma formation de journaliste, dans le sens où là, il était question d'aller partager la bonne information, de l'expliquer correctement, d'aller faire preuve de transparence, mais avec pédagogie, tu vois. Parce que en fait, la transparence, c'est pas de balancer des infos et de dire démerdez-vous avec. C'est pas ça, à mon sens, la transparence, c'est pas ça. D'autant plus à des personnes qui sont tous en remote chez eux. C'est ça. Et en fait, c'est un peu, tu vois, genre... l'autonomie, c'est pas le laisser faire. La transparence, c'est pas balancer des infos et dans une mare de trucs où personne comprend rien, en fait. Et quelque part, moi, à ce moment-là, quand il a fallu faire preuve de pédagogie pour rassurer les membres, en fait, parce qu'on était dans un truc là anxiogène. Là, je le rappelle pas, mais tout le monde s'en souvient, je pense. Mais en fait, à ce moment-là, moi, ce que je disais à Guillaume et Jonathan, c'était, moi, en tant que communicant, du coup, je suis là pour vous apporter ma façon de communiquer, ce que j'ai appris. Mais surtout, c'est que si ce que vous m'expliquez, je ne le comprends pas, les autres ne le comprennent pas. Donc, du coup, il faut que je comprenne tout. Et en fait, du coup, je comprenais tout.
parce qu'il m'expliquait tout. Et en fait, c'est comme ça que moi, j'ai pu aussi apprendre petit à petit. Et pendant 4 ans, ça a été ça. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Mais c'est aussi comme ça que j'ai pu passer de la com à un peu un rôle de direction, quoi. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien de collaborateurs au sein de Shodo ? En fait, aujourd'hui, Shodo, c'est un groupe. Ouais. Donc, il y a plusieurs filiales, 8 filiales en tout. Et le groupe est à environ 140 collaborateurs. Ouais, collaboratrices. D'accord. Donc là, il y a quand même avoir des enjeux importants, des enjeux RH majeurs, bien etc. Sûr. Ouais. Vous avez écrit un manifeste d'entreprise qui est extrêmement clair, transparent. Je mettrai le lien dans la description du podcast. J'encourage honnêtement tous les auditeurs et auditrices à le parcourir, voire à le lire de manière détaillée pour bien comprendre cet épisode. On va pas rentrer, je vais pas te demander de me détailler tout le manifeste parce que ça va être un peu pas soporifique, mais on peut le lire. Donc en fait, ça va pas apporter beaucoup plus. Je préfère qu'on échange autour de tout ça. Déjà, qu'est-ce qui le rend pour toi unique dans le monde des ESN et dans le monde plus largement des entreprises privées aujourd'hui ? Quelque part, ce manifeste, il est unique dans le sens où on dit tout. Tu vois, on dit tout, on étaye tout. On donne les clés à toutes celles et ceux qui voudraient faire la même chose, voire mieux. Et en fait, ce manifeste, c'est notre boussole. C'est-à-dire que en affichant aussi clairement nos convictions, le pourquoi du comment, les biais qu'on a constatés en ESN et ce qu'on a fait du coup pour les contrer, je trouve que on est quelque part. Je te dis, une boussole, c'est vraiment la chose sur laquelle on doit se calquer. Et en fait, on y a mis vraiment tout notre cœur, quoi. Tu vois, John l'a rédigé. Il l'a rédigé très rapidement, d'ailleurs. Enfin, tu vois, genre, en fait, John et Guillaume, le truc était vraiment très, très établi chez Shodo, tu vois. Dès la création, ils sont partis sur... En fait, dès la création, ils avaient vraiment pensé à un modèle de boîte déjà très complexe et très clair, en fait. Parce que modèle Shodo est très riche, donc en fait il y a plein de subtilités à comprendre, mais justement on l'étaye totalement dans le manifeste, dans notre Showmulator qui est arrivé un peu plus tard, le simulateur de revenus, voilà. Et en fait, à un moment donné, John l'écrit, voilà, et moi je viens le pimper un peu avec la couche de communication qu'il faut bien, et en fait, dans notre petit monde de l'ESN et de la tech, il a fait grand bruit. Ce manifeste, parce que je pense qu'aucune boîte ne l'avait fait auparavant, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a des concurrents qui vous ont regardé en se disant ils sont gentils là, mais ils vont pas faire long feu, ça va pas être rentable, la boîte va couler? Je pense pas, c'est utopique. Je le sais. Ouais, ok. Bien sûr que les concurrents ont dit ça, et en fait quelque part je les comprends, tu vois, parce que en fait c'est justement, on est arrivé fort de nos convictions, où en fait on va quelque part projeter ce qu'on a vu et le dire tout haut. Et je pense que les concurrentes, enfin tu vois, genre les on va dire concurrents, parce que c'est quand même plus comme ça que ça se passe. Quand même plus de mecs que de meufs dans les directions d'entreprise. Mais en fait, évidemment, en fait, ça les renvoie à limite à... ça crée une dissonance cognitive, en fait. Ça veut dire que nous, on arrive, on fait autrement et on a très, très envie de montrer que ça va fonctionner. Et en fait, qu'on pouvait penser déjà en dehors des clous. Ouais. Et en fait, là, ça te dit, attends, merde. Ça ne peut pas marcher. Sinon, je l'aurais fait. Sinon, et en fait, quelque part, oui, on a dit de nous que c'était une utopie. Et j'adore qu'on dise ça, vraiment. Parce que j'ai envie qu'on dise qu'on est une utopie, parce que c'est avec les utopies qu'on fait changer le monde. C'est pas en faisant ce qu'on fait déjà, c'est pas en répliquant le même modèle de pensée que on change les choses. C'est en allant plus loin, sortant de ça, et qu'on peut innover et créer de nouvelles façons de travailler. Ouais, donc très, 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 très clair. Et comment ce manifeste influence aujourd'hui votre culture quotidienne, 5 ans après la création, et la façon dont vous prenez vos décisions stratégiques d'expansion, de création de nouvelles filiales?
peut-être demain de croissance externe. Il n'y a pas de scoop, hein, mais non. Voilà. Croissance externe, Ou est-ce que c'est possible d'ailleurs une croissance externe franchement, avec votre modèle? Chaudot, c'est un projet, c'est quelque chose qu'on s'est dit plus tard, qu'on a compris plus tard, mais c'est un projet militant. Et je pense de garder une sorte d'indépendance en le faisant de nous-mêmes, en montrant nous-mêmes qu'une autre voie est possible, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, tu vois. Et après, le manifeste, il joue un rôle vraiment de... tu sais, en fait, tout le monde le lit, on le donne à tout le monde, c'est hyper transparent. Donc, une fois qu'on fanfaronne, il nous oblige, en fait, tu vois. Et du coup, en fait, on colle aux valeurs. C'est nos valeurs. Et chaque décision est prise pour qu'on ne puisse... En fait, dans chaque décision qu'on prend, il faut que l'histoire se raconte et qu'on soit droit dans nos bottes. Et ce manifeste, c'est un peu la garantie que on fera toujours tout pour coller à ce qu'on a dit, quoi. Ok. J'ai dit en intro que tu avais des convictions personnelles qui sont fortes, que tu exprimes publiquement, principalement sur LinkedIn. Peut-être sur d'autres réseaux, mais moi je te suis sur LinkedIn, honnêtement. Ouais, non, c'est sur LinkedIn. Où tu assumes tes convictions, tes pensées. Ouais. Et comment est-ce que tu alignes ces convictions perso avec les valeurs de Chaudot depuis que tu en as pris la direction générale? En fait, j'aligne ces convictions perso depuis que je suis chez Chaudot, si tu veux. Tu vois, et je pense même que c'est ce qui m'a peut-être même mené à atteindre ce poste, puisque en fait, j'ai trouvé du sens dans ce que je faisais. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, je me destinais pas à être à la com, je voulais être journaliste parce que j'avais besoin de ce sens-là, d'aller jusqu'au bout des sujets et vraiment d'aller informer, renseigner, guidé par mes convictions, tu vois. Et quelque part, dans mon précédent job à la com, c'était pas ça. La com était vue vraiment comme une fonction de support. Voilà, c'était pas ce que je fais aujourd'hui chez Chaudot. Et en fait, chez Chaudot, j'ai pu trouver du sens à ce que je faisais, un peu comme du journalisme, tu vois, vraiment, dans le sens où, déjà, mes convictions perso, mes convictions féministes, et écolo aussi, j'ai pu aller déjà sensibiliser vraiment fortement Guillaume et Jonathan, qui du coup ont pris, et c'est la chance que je pense que j'ai eue, c'est de tomber sur eux, qui ont pris mes convictions, qui ont décidé aussi de laisser une place dans Chaudot pour qu'elle puisse s'exprimer, de me laisser la place de m'exprimer, et en fait, quelque part, j'ai aligné mes convictions personnelles avec mon professionnel, et c'est comme ça qu'on est arrivé aussi à créer la sororité, parce qu'ils m'ont laissé l'espace de pouvoir la créer, et puis qu'on est aussi arrivé à réfléchir à tout plein de mesures et de mesures inclusives pour améliorer le modèle Chaudot, qui était déjà basé sur la justice sociale, mais même, on ne pouvait pas continuer à parler de justice sociale, à mon sens, sans s'attaquer au chantier de l'égalité des genres, tu vois. Et ça, ils l'ont entendu, parce que j'ai pu, ce que moi, j'apprenais de mon côté, je le ressortais auprès d'eux. En fait, il y a eu vraiment tout un truc où la communication, elle a été bénéfique. Mon rôle de communicante a été bénéfique pour tout le monde, et mes convictions se sont alignées du coup avec ça, quoi. Ouais. Tu peux nous expliquer la sororité? Yes, avec plaisir. Ah oui. La sororité, c'est le nom que j'ai trouvé pour notre cercle en non-mixité, notre cercle de réflexion en non-mixité chez Chaudot. Donc sororité pour... sororité pour sororité, oui, en fait, version Chaudot. Là, il y a un petit jeu de mots. Et en fait, l'idée de ce cercle, c'était de réunir toutes les nanas et personnes affiliées, tu vois, qui s'identifient en tant que telles, à venir réfléchir au modèle Chaudot et ce qu'on pourrait faire pour le rendre plus inclusif. Ce temps de réflexion, je tenais à ce qu'il se passe sur le temps pro et non pas perso. Ok. Parce qu'en fait, c'est souvent un biais qui ressort beaucoup en ESN, et d'ailleurs John et Guillaume ont trouvé des solutions pour ça, c'est-à-dire que on donne déjà du temps aux membres pour se réunir chez nous, dans les locaux, sur le temps perso et non sur le temps pro, pardon, et non pas sur le temps perso. Enfin voilà, il y a
un vrai désir d'aller respecter l'équilibre vie pro vie perso en fait. Enfin tu vois genre ça. Oui, c'est, on pourrait se dire c'est super votre truc, mais vous faites ça le soir oui, à 17h30, 18h voilà, ou samedi si vous voulez quoi. Et quelque part oui, là enfin j'aurais pas demandé l'autorisation à ma boîte tu vois pour le faire. On est d'accord. et c'est surtout que du coup ce n'est plus un projet de boîte si je le fais sur mon temps, si on le fait sur le temps perso. Et donc là pour que ça devienne un projet de boîte, eh bien il fallait que ça se fasse sur le temps du travail. Et donc, quand j'ai mené ce projet auprès de Guillaume et Jonathan, d'ailleurs, je m'en amuse un peu dans ma conf, eux un peu moins, mais tu vois, ils m'ont regardé et ils n'étaient pas chauds, quoi. Tu vois. Au départ. En fait, au départ, non. Parce que moi, ce qu'ils me disent, c'est pourquoi on irait exclure les hommes de la réflexion. C'est un projet qui doit contenir tout le monde, tous les cerveaux, etc. Oui. Et ça n'empêche pas de partager ensuite avec les mecs. Mais moi, la sororité, elle me tenait à cœur. Je voulais qu'on se réunisse entre concernés parce qu'on va éviter tout un tas de phénomènes comme le fait de se faire interrompre en réunion. Hein. Il y a une étude britannique qui montre que quand il y a un homme autour d'une table dans une réunion, il occupe à 75% le temps de parole. C'est con, quoi. Tu vois, quand tu as envie de parler de toi, de ce qui se passe en tant que nana, c'est chiant de se faire couper la parole. Et puis en fait, après, il y a aussi le phénomène qui ressort pas mal en ce moment avec les tristes actus qu'on a, mais le phénomène d'une autolmène, tu vois. Où en fait, pendant ces réunions de sororité, on a libéré la parole, on n'a pas dû mettre de pincettes ou un peu de poudre de perlimpinpin pour en fait se faire comprendre. Oui. C'est-à-dire que en fait tu vas droit au but et t'as pas peur d'aller vexer les égos des mecs qui vont dire attends mais moi je suis pas comme ça et tout. Ouais mais en fait relou quoi. En fait on sait que t'es pas comme ça. On vise pas les hommes, on vise un système qui est régi. Oui c'est pas anti-mec. C'est pas anti-mec. C'est pas du féminisme anti-mec. Non. C'est du féminisme pour faire avancer la place de la femme. Exactement. Chez Chaudot, la place de la femme dans la tech, même plus globalement. Voilà, la place de la femme chez Chaudot, dans la tech, dans le travail. Et globalement, en fait, c'est quelque part, c'est le féminisme, c'est pas d'aller manger le pouvoir des mecs, en fait. C'est juste qu'on revienne à égalité pour, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que si les nanas deviennent plus indépendantes, tu vois, qu'elles peuvent librement gagner leur vie, qu'elles peuvent aussi être mères et au travail. Enfin, il faut voir aussi que les hommes vont gagner en liberté quelque part. Tu vois, en fait, si on sort un peu des carcans genrés, tout le monde est plus libre. Tu vois, les hommes pourront aussi demain tout à fait assumer le fait d'être père au foyer, de moins gagner que leurs femmes. Enfin, tu vois, ce matin, je lisais une étude. Quand les femmes gagnent plus que l'homme, il y a un plus fort risque de séparation. Oui, ça je l'ai vu. Tu vois ouais, je l'ai vu aussi. Dans une plus forte probabilité que le couple se sépare. Que divorce, ouais, tout à fait. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais moi, je rêve que mon épouse gagne 5 fois mon salaire. Ouais, bien sûr. mais moi, aucun problème. Carrément, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que la société, je pense, attend tellement des hommes qu'ils portent tellement que, en fait, au final, ça va être un poids pour les mecs que leurs femmes gagnent plus parce que eux, en fait, ils se retrouvent pas dans le truc de devoir gagner plus et de porter la famille en bon père de famille, quoi. Enfin, tu vois, genre. Schéma familial traditionnel. Voilà, traditionnel qu'on connaît, quoi. Ouais, ok. Quelles sont les initiatives les plus marquantes pour toi liées à la sororité? Qu'est-ce qui a été le plus, sans faire tout le listing de tout ce que vous avez fait, quelles sont les initiatives les plus marquantes qui ont vraiment changé le game quelque part et dont tu sais pertinemment bien que quand vous recrutez des femmes au sein de Chaudot, ça leur parle, ça les touche, ça les impacte et voire même ça les encourage à vous rejoindre? Et à rester, bien sûr. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Je pense que la mesure la plus peut-être symbolique, parce que la plus médiatisée en ce moment, c'est le congé menstruel. C'est d'ailleurs vraiment la mesure qui me tenait à cœur, puisque c'est une mesure qui s'adresse à toutes les nanas, à toutes les femmes. Tu vois. Nous, aujourd'hui, on a aussi beaucoup de mesures qui s'adressent aux mamans, aux jeunes mamans. Mais c'était pour moi
indispensable qu'on ne voit pas la femme qu'à travers son prisme de mère. Oui. Tu vois. Et qu'on reconnaisse la femme pour ce qu'elle vit, ce qu'elle est. Et il n'y a pas un truc essentialiste là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, le congé menstruel, il s'adresse à toute personne menstruée. Et j'aime le dire comme ça, puisque en fait, demain, si tu as une femme en transition, qu'elle est sous transition médicamenteuse, hormonale, tu vois, elle sera aussi touchée par des douleurs gynécologiques. Enfin voilà, c'est en gros, tu sais, quand tu deviens une meuf, tu prends tout le package. Hein, et donc, t'as aussi mal. T'as pas d'écoulement de sang, mais t'as mal. Voilà, c'est le truc qui vient avec. Et évidemment que ce congé s'adresse aussi à ces personnes-là. Et en fait, il s'adresse vraiment à... Dès que tu as un problème, enfin, une condition physiologique qui implique des douleurs gynéco, ce congé couvre ça. Ok. Par contre, il ne couvre pas, et ça je tiens aussi à le dire, il ne couvre pas les maladies telles que l'endométriose, etc. Okay, ouais. Parce que c'est pas suffisant. Et l'endométriose, à mon sens, les personnes qui réussissent à se faire diagnostiquer, malgré la difficulté que c'est encore, malheureusement, j'espère que demain, s'il y a une personne qui est touchée par ça ou quoi que ce soit, elle aura la liberté et la confiance de nous le dire et qu'on puisse prévoir avec elle, je sais pas, un aménagement de temps de travail, en tout cas, on puisse reconnaître vraiment sa réalité de la vie, quoi, en fait. Je vais te provoquer un petit peu. Ouais, volontairement. j'adore. Ah, non, ouais. Ouais, je pense que c'est un petit peu, parce que je pense qu'on a dû la faire 20 fois, mais si une femme, effectivement, a des douleurs, ouais. Bah, elle prend un jour de télétravail, et télétravaille chez elle, et etc. C'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant. Je connaissais la réponse. Ouais, je sais. Non, c'est pas. En fait, le télétravail, on va pas se mentir, c'est quand même déjà un premier confort. Et tu vois, ça peut même participer au fait que le télétravail soit, vraiment acquis. Voilà, voilà. Maintenant, voilà. Mais non, c'est pas suffisant parce que en fait, avoir ses règles, c'est pas juste avoir un petit peu bobo au ventre et être à la maison et avec une petite bouillotte. C'est parfois, tu peux avoir des migraines. Et en fait, je te propose de travailler avec une migraine. Je pense que comme moi, tu vas être nul, tu vois. Et puis, en fait, c'est parfois avoir une grosse fatigue. C'est se sentir vraiment pas bien, nauséeux. Enfin bref, en fait, t'es pas bien. Quoi, oui, t'es pas bien, avec le risque en plus d'être pas bien avec tes collègues. Ouais, en plus de ça. Du coup, ouais, ça joue sur ton comportement, tes attitudes. Et puis sur ta productivité. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il vaut mieux se foutre en dehors de ses limites pour conserver absolument le jour où t'es pas bien pendant tes règles, le jour ou les jours, à essayer de faire du boulot et faire rentrer des carrés dans des ronds, et tu vois, ou alors se dire, ok, je prends un peu de repos, mais ce repos-là que je vais prendre, bah, il sera bénéfique pour le reste de la semaine, le reste du mois. Enfin, en fait, c'est le principe un peu même des congés, quoi. Ouais. Tu vois, c'est de se reposer pour gagner en productivité par la suite. Est-ce que tu penses que ce congé, demain, ouais. Et je ne dis pas après-demain, mais demain, il puisse un jour être inscrit dans la loi française? C'est ton souhait? En fait, c'est fait déjà dans certains pays. Ouais, voilà. D'accord. En Espagne, au Japon. Ok. Voilà. Bon, après, au Japon, ils ont quand même une politique de travail qui est pas tellement à envier, en tout cas de mon côté. Ouais. Mais bon, il faut quand même avouer que voilà, ils ont ça. Okay. Après, ils n'ont pas beaucoup de vacances quand même. Donc c'est possible. Bah en fait, c'est possible. L'Espagne, c'est pas loin. C'est pas une culture très éloignée de la nôtre. Non, c'est pas une culture très éloignée de la nôtre, mais je pense que politiquement parlant sur ces sujets-là, de mon point de vue, ils ont un gros train d'avance, quoi. Tu vois, genre là, ça a été une question pendant un temps d'inscrire le congé menstruel dans la loi française, etc. Ça c'est pas fait, hein. Ça c'est vraiment pas fait parce que je pense qu'il y a plein de méconnaissances. Autour de ça, en fait, on va dire que les femmes, du coup, vont être des profils qu'il faut moins recruter parce que moins productives. Oui, tu peux avoir des biais derrière, voilà. Malheureusement. Ouais, enfin, les biais, ils existent déjà. Oui, ils existent déjà, de toute façon, oui. Donc voilà. C'est clair. Mais... Et puis surtout, je pense que à l'heure actuelle, politiquement parlant, on n'est pas parti trop vers cette voie-là. Voilà. Rentrer dans le débat, mais je te comprends très concrètement sur ce sujet.
Est-ce qu'il y a d'autres points que sur lesquels tu as travaillé? Oui, en fait... pour travailler sur justement la parité. Bien sûr. Chez Shodo et plus largement dans la tech. Ouais. Bah en fait, alors nous, on a mis le congé menstruel en place. Et ensuite, tout un tas de mesures vraiment... mais cette fois-ci, qui vont un peu plus concerner la maternité. La parentalité, en fait. Oui. Tu vois. Parce qu'on a fait un constat qui est sans appel. C'est qu'après 35 ans, une femme sur 2 quitte la tech. Ok. Tu vois, genre c'est énorme. C'est 2 fois plus que les mecs. Dans le marché de la tech au sens large. Dans le marché de la tech. Ok. Tu vois. Et bon, il y a fort à parier que la maternité joue un rôle là-dedans. Hein. Je crois que c'est 80% des femmes cadres estiment que la maternité a ralenti leur carrière. Donc bon, tu vois, je suis pas une pro des stats, mais mon petit doigt me dit que il y a un truc quoi. Tu vois, il y a un lien de causalité. Et en fait, ça nous a paru essentiel de s'attaquer à cette question-là, puisque quelque part, en fait, c'est aussi quelque chose qu'on connaissait, notamment que Guillaume et John connaissaient la maternité, la paternité, ils sont parents, et c'est des choses qu'ils ont pu constater. Et en fait, nous, je pense que c'est la force qu'on a chez Shodo, c'est qu'on part toujours des réalités de terrain et de ce qu'on connaît, et de ce qu'on a pu voir. Et en fait, tu vois, Guillaume, il a pensé à tout ça parce que il a vu sa nana avoir des enfants, être confronté à la réalité du travail, ce que c'est de reprendre après le boulot, de reprendre le boulot après un congé mat, de se remettre la tête à l'envers. Et puis en fait, après, globalement, on a étendu le constat à ces chiffres-là et de se dire que c'est pas normal qu'une femme soit discriminée parce qu'elle devient maman. Tu vois, d'un côté, on nous demande c'est quoi, réarmement démographique, et puis de l'autre, en fait, ça nous plombe la carrière. Donc, c'est pas normal. Et surtout, ça répond à un besoin aussi qui est de faire de la rétention de nos talents, tu vois, de celles et ceux qui nous accompagnent, puisqu'on a des mesures qui s'adressent aussi bien pour les femmes que pour les hommes, les coparents. C'est-à-dire que nous, par exemple, le congé paternité, accueil de l'enfant, il est obligatoire dans son entièreté. Un papa Shodo reste chez lui 28 jours. Il ne reviendra pas, tu vois. Et c'est nous qui lui disons qu'il ne reviendra pas. Parce que possiblement que lui, il aurait peut-être envie de revenir, tu vois. Mais non, en fait, il reste à la maison. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de quelconque pression que... Enfin, voilà. Ouais, puis ça, c'est clair. Hein. Enfin, franchement, pour tout le monde, vous allez sur le site web de Shodo, c'est hyper clair. Si vous postulez... Vous pouvez pas dire je ne le savais pas, non. Ou alors vous avez loupé un gros épisode quand même de votre démarche de recherche d'emploi. C'est ça, parce que nous-mêmes on a écrit avec la sororité, on a écrit un manifeste qui détaille vraiment tout ce qu'on a voulu faire, comment on a voulu faire et ce qu'on a mis en place, tu vois. Et donc il y a toutes ces mesures là et notamment une mesure pensée par Guillaume qui est et je trouve qu'il y a une mesure qui est quand même vraiment incroyable et tellement courageuse, vraiment. Enfin, c'est la prime compensatrice de congé parental. Oui, ok. Où en fait, l'idée c'est d'aller payer un mois de salaire aux coparents qui prendraient un mois de congé pat. Enfin, tu vois. C'est-à-dire, très concrètement, une consultante vient d'avoir un bébé. Elle prend son congé mat, tout ça, machin. Elle revient chez Shodo, elle revient travailler. Si le coparent décide de prendre un mois de congé parental, alors Shodo lui finance son salaire. Alors qu'il travaille ailleurs. Alors qu'il travaille ailleurs. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour vraiment ceux qui travaillent ailleurs, tu vois. Ouais. Voilà. Et en fait, l'idée là, c'est... C'est une démarche de dingue, parce que là, franchement, j'ai jamais vu ça nulle part. Non. Et c'est impactant financièrement aussi pour vous. C'est pas neutre. Non, c'est pas neutre. Ouais, bien sûr. En fait, c'est pas neutre. Alors après, on a capé au plus haut salaire fixe de Shodo, c'est-à-dire que, si j'aime bien, c'est John qui a dit ça au festival RH. Oui. Là, si les traders, voilà, on va quand même caper. Au PSG, ça marche pas. c'est ça, non, voilà, pas non plus, voilà. Ouais, non. Mais en fait, on cape, tu vois, nous on a une grille de salaire publique et transparente, voilà, c'est 70 000, donc bon.
Ouais, ça couvre déjà beaucoup de situations quand même. Bah, c'est 5 833 € brut. Ouais, donc, Tu vois. ouais, ok. Donc voilà. Et en fait, on verse ça sous forme de prime, du coup, à la salariée Chaudot. Oui, parce que juridiquement, on ne peut pas verser un salaire à quelqu'un qui n'est pas votre salarié. Non, voilà. Ouais. Mais en fait, donc c'est sous forme de prime. Après, libre à elle de ne rien déclarer et qu'elle se garde. Ouais. Non, je déconne, c'est pas le but. Ouais. mais en fait, voilà, c'est sous forme de prime. Et du coup, bah, moi, très concrètement, mon mari a pu le faire. Tu vois, parce que j'en ai bénéficié. Ouais. Quand j'ai repris le travail, Jérémy a pris un mois de congé parental, ce qu'il n'aurait vraiment pas pu faire autrement, parce qu'il est indépendant en plus, ouais. tu vois. Donc en fait, lui, le congé patte, déjà, voilà, mais voilà. Et tu lui as dit ou pas, t'as versé ou... Je lui ai dit. Ah mince. Ouais. Bah non, mais je te dis, je fais des podcasts et tout, j'en parle. Au bout d'un moment, il m'aurait cramé. J'ai été obligée. et en fait, il est resté un mois avec notre fils. C'était chouette. C'est chouette et du coup il a pu s'investir totalement en étant complètement libéré de la pression financière. Oui, surtout en plus en tant qu'indé, bien sûr. s'il taffe pas, il a rien quoi. Bah, c'est ça. Et en fait, bah voilà, les rendez-vous médicaux, bah il était à fond dedans aussi. Enfin, voilà, on s'est épargné du travail pendant un mois et en fait il a pu kiffer sa parentalité, sa paternité seul, comme moi j'ai pu le faire aussi quand il a dû reprendre le travail après son congé patte qu'il a pris quand même quoi, tu vois. Même en tant qu'indé, il a pris un congé patte. Mais voilà. Ok. Je parlais, tu vois, sous forme de plaisanterie, mais qui n'en est pas une pour moi, sous forme sur la partie recrutement. Ouais. J'ose pas imaginer que vous ayez des candidats ou des candidates qui n'aient pas lu tout ça avant de venir vous rencontrer. Ça arrive ? Non. Alors moi, je suis pas directement au recrutement. T'en as jamais entendu parler quand même ? Non. C'est-à-dire que vraiment, si des gens qui ont postulé chez vous, ils sont au courant d'eux, ils ont lu en fait, les éléments, etc. Bah, ils postulent pour ça. Ouais. Tu vois. Mais je trouve ça très bien. Tu vois, j'ai interviewé, je sais pas si tu connais Steeple, qui est une HR tech bretonne autour de la communication interne et Jean-Baptiste, pardon. Ah si, j'ai écouté l'épisode. Si. Jean-Baptiste de Belair, effectivement, il est extrêmement clair. Il n'est pas si avancé que vous sur ce sujet, il est sur d'autres sujets. Mais néanmoins, il a écrit il n'a pas le manifeste, mais c'est le même esprit. Ouais, d'accord. Un livre qui résume sa culture, qui est extrêmement clair, qu'on peut télécharger en PDF. Génial, ça. On a même fait un PDF. Et pour lui, il veut dire, bah voilà, si t'es candidate et candidate, enfin, lis-le, quoi. On fait l'effort de te donner plein d'infos à l'heure où des candidats et des candidates chouinent parce qu'il n'y a pas assez de transparence et les boîtes ne sont pas transparentes du tout sur le recrutement. Donc quand une boîte l'est, tu dois à un moment te prendre le temps de le quart d'heure, la demi-heure, l'heure. Ah bah oui. Vous, il y a une bonne heure de lecture si on veut tout lire. C'est clair. C'est une bonne heure de lecture. Oui, mais c'est extrêmement riche en fait. Voilà. Et puis en fait, on multiplie quelque part aussi les canaux de communication. C'est-à-dire que on a du contenu riche, très détaillé par nos manifestes. Et puis après, ce que John et moi on fait, notamment sur LinkedIn, ça sert aussi. Tu vois. Ça c'est un sujet. Toi, j'avais pas prévu de question là-dessus, mais c'est un sujet que je trouve important. Ouais. La prise de parole. Ouais. La prise de parole sur LinkedIn. Est-ce que tu l'as renforcée depuis que tu as été nommé CEO ? Ouais. Oui, d'accord, ok. Ouais. Okay. Avant ça, je ne faisais pas du tout. Je n'en faisais pas du tout. Ouais. Tu vois. Et puis, quelque part, je me suis lancée très fortement encouragée par Guillaume et John. Et parce qu'à un moment donné, le titre te donne aussi la légitimité. Bien sûr. Tu vois. Et là, en fait, mon premier post LinkedIn, ça a été pour annoncer justement ma nomination. Ok. Tu vois. Et en fait, ça a commencé comme ça, et on a vu qu'il y avait de l'attente autour de ces sujets-là. Et depuis, je parle de tout ce qui concerne le féminisme au travail, la condition des femmes au travail, forcément ce qu'on a mis en place, le pourquoi du comment. Enfin, il y a presque un travail, tu vois, genre de journaliste. Oui, tu vois, qui se rapproche forcément de ce que tu avais de tes études. Voilà. Est-ce que tu te sens un rôle modèle par rapport à d'autres femmes ? Bien sûr. Est-ce que certaines viennent vers toi je te donne pas de nom, c'est pas le sujet. Ouais. Mais est-ce que certaines viennent vers toi en te disant c'est sympa, c'est chouette, enfin c'est sympa, c'est chouette de prendre la parole, c'est important de le faire.
Est-ce que ça les encourage à... Est-ce que tu t'es dit, tiens, par exemple, je sais pas, réunir 5-6 femmes, qui sont pas forcément chaudos d'ailleurs, Ouais. pour vous aider aussi à prendre la parole, à communiquer, à faire changer les lignes, en fait. C'est, alors oui, il y a forcément que je me sens un rôle modèle, puisque c'est un peu ce que j'ai envie de faire. Après, oui, j'ai envie que d'autres prennent aussi la parole, parce que on va pas se mentir, je suis un rôle modèle, ok, mais bon, je suis nana, je suis blanche, et puis, enfin, tu vois, j'ai quand même beaucoup de choses qui font que je suis déjà privilégiée, quoi, tu vois. Et tu vois, j'en parlais avec Christelle, la DRH de Benebono, c'est que elle aussi, tu vois. Que j'ai interviewé, qui est l'épisode de. Alors, on enregistre l'épisode sur vendredi prochain. Ah, trop marrant. Voilà, tu vois. Et elle aussi, c'est un rôle modèle, tu vois. Tout à fait. Et elle aussi, elle a tout plein de trucs à partager, et j'ai très envie que, le nombre fait la force, quoi. Tu vois. Et puis la diversité aussi. Parce que d'aller... moi, je crois très très fort en la convergence des luttes. Et en fait, moi, si j'étais la seule à dire ouin, regardez comme moi, je m'en suis sortie. Je déteste en plus tout ce qui se rapproche à la méritocratie. Hein. Justement, on en a parlé. Et on va en reparler bientôt autour d'un déj. Mais tu vois, j'ai pas envie... j'ai envie justement que... on puisse... que je puisse donner envie à des nanas de faire la même chose que moi, tout en sachant que toutes n'ont pas forcément le temps, toutes n'auront pas forcément l'envie, mais il y a ce truc de se dire si moi j'ai le temps et j'ai l'envie, je le fais, et il faut le faire, en fait, faut faire bouger les lignes. Et après d'aller réunir d'autres femmes en externe de Shodo, ça c'est un truc que j'aimerais faire aussi. Pareil, il faudrait un peu de temps, mais tu vois, j'ai déjà rejoint le club du magazine Chute. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un magazine média. C'est un féministe dans la tech, pas féminin, tu vois. Genre, et donc, j'essaye de me mettre déjà dans des groupes pour aller rencontrer du monde et qu'on soit plus fortes ensemble. Est-ce qu'il y a des dirigeants, des dirigeantes, des DRH de SN qui t'ont contacté et pour te dire on aimerait vraiment que t'en parles chez nous, en fait? Ou est-ce qu'ils osent pas en se disant Shodo, c'est des concurrents? Si, ils ont contacté Guillaume et John. Ok, super. Voilà. C'est les deux cofondateurs. Ouais. Tu vois. Okay. Donc, on va dire que c'est ça. Et puis moi, je viens d'arriver dans le game aussi en tant que CEO. Donc voilà. Pour autant, il y a beaucoup de personnes, je dirais plus de la direction ou du staff qui me contactent pour que j'aille expliquer comment j'ai mis en place le congé menstruel. Ouais. Tu vois. Ok. Donc c'est plus des personnes, moi, du staff ou du market ou de la com qui viennent me contacter pour me poser leurs questions. Mais je sais pas, quelqu'un qui nous écoute, qui travaille un DRH, une DRH en ESN, qui aura envie d'échanger avec toi, tu serais open? Avec grand plaisir. D'accord. Ouais. Pas de fermeture parce que t'es Shodo. Pas du tout. Oh là. Ouais. Oh, tu vois, j'y ai même pas pensé. Ouais, tu sépares les choses, en fait. Ah oui, non, mais et vraiment, encore une fois, tu vois, genre on est dans une démarche open source, hein. Oui. Donc tout ce qu'on dit, en plus, tout est écrit. Hein. Oui, donc à la limite... il y a rien à cacher. Hein. Ouais. Vraiment rien, tu vois. Même les rémus, etc. Vraiment. Et là, tu vois, je te parle, mais extrêmement librement. C'est-à-dire que je ne me suis même pas dit, à un moment donné, avant même qu'on se rencontre, merde, faut pas que je dise ça, faut pas que je dise ça. Et c'est hyper cool, hein, de travailler dans ces conditions-là. Oui, c'est une charge mentale en moins, de fou. Et puis une liberté, vraiment. Ok. Tiens, la grille salariale qui est transparente. Ouais. Et publique. Et publique. Ouais. Quel impact elle a eu sur l'équité au sein de Shodo? Alors cette grille salariale, si tu veux, elle est indexée sur les années d'expérience. Tu vois. Nous, c'est vraiment là-dessus qu'on a décidé de se baser. On peut être d'accord, pas d'accord. C'est nous ce qui nous a semblé le plus fair, quelque part. Voilà. Et quelque part, ça met fin au système qui va privilégier les meilleurs négociateurs et négociatrices. Ce qui n'est, on est d'accord, pas juste, en fait. Et que j'ai vécu, moi, en tant que DRH et salarié dans des grands groupes. Hein. C'est ça. Et en plus de ça, en fait, tu vois, ça, c'est une des premières mesures. En fait, quand ils ont créé le modèle Shodo, Guillaume et John, ils n'avaient pas, au tout départ, mis la grille de salaire. D'accord. Tu vois. C'est arrivé 3 mois plus tard. Ouais, donc, bon, relativement. Mais tu vois, il y a eu des recrutements qui se sont faits sans ces grilles de salaire. Tu vois. Et après, il y a eu un ajustement, forcément. Et en fait, si tu veux,
sans le savoir, c'était déjà une première mesure d'équité et aussi en faveur quelque part de l'égalité des genres, tu vois. Mais sans le savoir, en fait, ils l'ont pas fait pour ça. Pour eux, c'était c'est con de favoriser les meilleurs négociateurs parce que, enfin, pas parce que tu négocies bien que t'es forcément meilleur. En fait, voilà. Et en fait, ça évite toutes les discriminations en tout genre. C'est-à-dire que une nana, par exemple, nous dans notre éducation, on est moins confronté aux histoires d'argent, ça, enfin voilà, c'est pareil, hein, c'est un peu systémique, c'est-à-dire qu'une nana qui parle d'argent, ça peut être vite mal vu, vite considéré comme vénale, une michto, tout ça, bref. Et donc en fait, on est moins à l'aise. Alors évidemment, quand je dis on, encore une fois, c'est le système dont je parle, voilà. Mais c'est un sujet qui est un peu plus difficile à aborder quand t'es une femme. Et on explique aussi, entre autres, et pas que par ça, mais les inégalités de salaire à cause de ça. Parce que les femmes sont moins... elles entrent dans des entreprises avec un moins bon salaire que les mecs. Tu vois. Et en fait, les disparités, elles commencent par là. Oui, elles commencent dès le début. Elles commencent dès le début. Et donc, ça en fait... Elles s'accroissent avec le temps, avec des congés mater. Voilà, le congé mater, machin, tout ça, bref. Et le plafond de verre, enfin bon, bref. Voilà. Et en fait, cette grille de salaire publique est transparente et publique, elle met fin à tout ça. Il n'y a plus. Et puis, il n'y a pas de débat en entraînant le recrutement. Non. D'avoir... Et puis, il n'y a pas de... Voilà. On passe pas 3 entretiens à se regarder dans le blanc des yeux, on dit, je vais demander combien, machin. Exactement. Ouais. Et en termes de gain de temps, c'est un délire. Parce que, et en recrutement, vous êtes focus sur les compétences. Sur les compétences, sur la personne elle-même, quoi. Exactement. Et en fait, tu vois, toutes nos mesures aujourd'hui font que on ne recrute que sur candidature spontanée ou cooptation. Donc, quelques chiffres à nous donner sur les candidatures. Et je sais que tu as un chiffre, moi, que j'ai trouvé marquant, c'était aussi le nombre de femmes que vous avez au sein de Shodo versus la moyenne, mais on sait que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech. En fait, avant qu'on mette en place donc, les mesures de sororité, congé menstruel et tutti quanti, on était 9 personnes, 9 meufs, dont 2 au staff. Donc tout le reste était à la tech, quoi. En moins d'1 an, on a doublé l'effectif féminin. On a doublé les candidatures spontanées de la part de femmes. Voilà, en moins d'1 an. C'est-à-dire qu'en moins d'1 an, on a recruté le double de ce qu'on était. On est passé de 9 à 21. Donc ça veut dire que ça a résonné. Ah mais ça a résonné, voilà. Bien sûr. Dans les milieux tech et tech féminin, quoi. Bah ouais, parce que en fait, à ce moment-là, nous, on avait des convictions hyper fortes de justice sociale et tout ça, et on avait fait la com en amont pour que ce soit reconnu. Mais là, je pense qu'on a pris un niveau supplémentaire. Tu vois, c'est que on s'attaque à un chantier qui, en plus de ça, enfin moi, je me souviens que c'était un peu grisant pour moi, tu vois, d'avoir ce truc un peu de se dire, on va encore être un peu le poil à gratter, quoi, tu vois. Et ça nous a fait franchir un cap supplémentaire dans le sens où on est vraiment convaincus du bien fondé de notre démarche et on va encore plus loin, quoi. Tu vois. Et ouais, non. Après, en termes de stade de candidature spontanée, etc., je pourrais pas t'en faire. Non, je pense qu'on en reçoit 20, 15, 10, 15, 20, allez, par semaine, quoi, tu vois, genre. Et après, on a tout, et voilà, et on prend le temps de répondre à chacune, parce que c'est important, tu vois. Et voilà, on a fait notre recrutement comme ça. Hein. Ok. Est-ce que vous avez un objectif Est-ce que ça est ton objectif que demain, toi, à la tech, ouais, il y a 50-50 entre les hommes et les femmes? J'aimerais bien. Ce serait une victoire? Ouais, ce serait une victoire, mais après... Ce serait pas la fin. Hein. Non, une étape, on va dire. Non, mais en fait, moi, mon but, c'est de prendre le pouvoir et de... Ah merde, attends, je peux pas le dire. Non, c'est de tous les manger. Ouais. Non, le 50-50, d'avoir une... Ouais, ce serait trop chouette, tu vois. Après, on est dans la tech. Oui. Il y a que 17%, enfin sur 100 devs, il y a que 17 meufs. Hein. Ouais. Et est-ce que du coup... je suis plus du tout de mes questions, hein, c'est pas grave. Mais est-ce que du coup, toi et tes collègues féminines de la tech, vous prenez un peu de temps aussi pour aller dans les écoles
voir les plus jeunes ou dans les gens qui veulent se reconvertir pour dire ok, bah, t'es une femme, tu peux te reconvertir dans la tech. T'es une jeune femme, tu peux être ingénieur, tu peux. Bah, on le fait pas de façon institutionnalisée encore chez Shodo, tu vois, on l'a pas encore fait. Par contre, dès qu'on peut, on accueille des stagiaires. Enfin, tu vois, on fait ça. Mais c'est une des prochaines, un des prochains chantiers parce que évidemment que ça passe aussi par l'éducation et par aller montrer aux plus jeunes le plus tôt possible, que c'est possible, tu vois. Et c'est comme ça, je pense qu'aussi on pourra arriver à plus de mixité en s'y prenant de façon radicale, tu vois, à la racine. Mais oui, atteindre 50% hommes-femmes demain, on n'y arrivera pas. Je pense pas, tu vois, parce que, ce serait une utopie, tu vois, mais je pense que ça va nous prendre du temps. Demain, ce sera pas possible, mais peut-être qu'à terme, d'avoir quasi l'équité, un chiffre équilibré en tout cas. L'équilibre, ce serait bien sûr que ce serait quelque chose de trop bien, quoi. Voilà, et qui serait très différenciant. Très différenciant, et en fait. Déjà, on est différenciant par le fait que, là, je t'ai dit, on était 9 en 2023. Là, on est, en 2000, là, on est 25, il me semble. D'accord. Tu vois, ça représente 19%, entre 19 et 20% des effectifs. Ouais. Donc, c'est pas mal, déjà. Après, il en faut toujours plus, mais c'est quelque chose qu'on vise aussi. Shodo est encore jeune. Hein. Shodo est encore jeune. 5 ans, c'est ça. C'est déjà très beau au bout de 5 ans d'avoir fait Merci. tout ce que... Non mais sérieusement quoi, parce que c'est vous n'êtes pas une petite PME aujourd'hui, vous êtes déjà une belle entreprise sur le territoire national, voire même au-delà d'ailleurs, parce que même vous êtes à La Réunion aussi. On est à La Réunion, on est en Outre-mer, donc ça aussi. C'est bien. Ouais, c'est trop chouette. Ouais. En fait, il y a un vrai ancrage. Enfin, tu vois, Guillaume et John ont des origines malgaches. D'accord. Tu vois. Okay. Et en fait, si tu veux, la Shodo Réunion est rattachée à Shodo Studio. Et en fait, les cofondateurs de Shodo Studio, il y en a un des deux qui est réunionnais. Et en fait, les deux cofondateurs de Shodo Réunion sont eux-mêmes réunionnais, ont désiré repartir vers leur île natale. Et en fait, on s'est dit que ça allait être l'occasion de créer un truc cool là-bas, quoi. Super. Bon, le temps tourne, Laurie. Ouais, ça passe vite, hein, ça passe super vite. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou un sujet dont tu aurais aimé parler et pour sensibiliser les RH qui nous écoutent, leur parler d'un sujet qui te tient à cœur? Bah écoute, alors on a pas mal parlé de l'inclusion, je pense. Ouais. Donc ça, c'est très chouette. Il y a aussi un truc, tu vois, que j'ai réalisé lors de notre table ronde, lors du festival RH. Je pense que pour construire une culture d'entreprise, ce qui est aussi important, c'est, je le disais tout à l'heure, la transparence et la communication. Et en fait, nous, on a trouvé ce truc-là en écrivant, tu vois, le manifeste qu'on a fait pour l'externe. En interne, on a aussi cette démarche-là, de tout expliquer, de tout consigner, de tout écrire. Et je pense que c'est un très bon conseil qu'on peut donner aussi aux RH, c'est d'aller vraiment faire preuve de pédagogie et de transparence et d'inscrire la culture d'entreprise à l'écrit. Nous, on l'a fait ça sur Notion. Ouais. Tu vois, il y a plein de trucs pour le faire, tu vois. Un Google Drive. Oui, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros. Non, il n'y a pas besoin de dépenser. Enfin, voilà, c'est du jus de cerveau. Ça prend du temps. Mais en fait, une fois que c'est fait, j'ai l'impression que tu peux justifier vraiment de ton esprit d'entreprise, ta culture d'entreprise. Et c'est fort, en fait. Parce que, tu vois, John, il l'a écrit dans son manifeste. La vision, pour eux, d'une entreprise, c'est un regroupement de personnes qui se retrouvent autour de valeurs. Et en fait, ces valeurs-là, il faut les écrire, il faut les appliquer, et il faut que tout le monde le sache dans l'entreprise. Et vraiment, ça, c'est le conseil que je donnerais au RH et un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ok. Est-ce qu'il y aurait une anecdote que tu nous souhaiterais nous raconter? Un truc que tu n'as jamais encore raconté à un micro? Un truc que tu n'as jamais dit? Qu'est-ce que j'ai jamais dit? Qui t'est arrivé avec un candidat, une candidate, un collab, une collab? J'allais. Un concurrent, une concurrente. Oh là, ouais. Non, on m'a déjà dit que j'allais pas faire un prud'homme à tous mes patrons, en référence à. Ouais. Voilà, et avec Shodo pour l'instant. Avec Shodo, non, en plus ils m'ont mis CEO, donc c'est mort, tu vois. C'est mort, ouais, c'est un peu. Et je crois qu'ils l'ont fait exprès. Peut-être, oui, pour t'empêcher d'aller au prud'homme.
Les dingues. Non, mais en fait, il y a... Je pense que aussi le monde du journalisme n'a pas été, il a pas été tendre avec moi parce que j'ai eu quand même des expériences et tout. Enfin, tu vois, genre j'ai quand même un peu bossé dans ce monde-là parce qu'il y a beaucoup de stages qui se font. D'accord. Et déjà à l'époque, j'étais déjà une emmerdeuse, je pense, puisque quand je suis allée réclamer la moitié de mon pass Navigo, le remboursement de ton pass Navigo, tu sais, en tant que stagiaire déjà, on faisait des petits horaires sympas, tu vois, enfin vraiment des et puis c'est pas l'euro million. Hein. C'est quand même vraiment pas l'euro million, encore moins à l'époque. Hein. Je te parle de ça il y a un petit moment. Voilà. Et en fait, je suis arrivée comme une bourrine avec, tu sais, un truc de l'inspection du travail en disant j'y ai le droit en fait. Voilà. Et là, je me suis fait menacer par le patron à l'époque. Oui, quand même. Ouais, il m'a menacé avec son doigt et tout. Bon, et j'ai pas eu l'augmentation, mais après je me suis tirée du coup. Parce que. Mais en fait, c'est ça, c'est que je pouvais pas fermer ma bouche et donc. C'est pas cautionnable de toute façon. Non, mais c'est pas cautionnable, mais on peut parfois être un peu tenté de se dire c'est un monde qui est tellement dur à accéder que je dois prendre sur moi, faire le dos rond si je veux arriver là où je suis. Et en fait, moi, en tout cas, dans ma conception des choses, faire carrière, c'était être bien dans mes baskets, dans mon boulot, tu vois. Et là, aujourd'hui, je fais carrière comme j'ai envie de faire carrière. Ok, très chouette. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais de rencontrer, tu m'as d'écouter ce micro? T'avais Christelle, J'avais Christelle, qui est super cool. T'as Marcy aussi qui parle beaucoup d'inclusion, diversité. Marcy, qui est advocate inclusion dans une boîte, je sais plus, mais elle donne plein de bons conseils. Et après, tu peux aller voir du côté des mandataires, des cofondateurs des autres Chaudeaux, tu vois. Ouais. Ils peuvent, Chaudeau-Rennes par exemple, avec Lorraine Jarnot ou Thomas Ployon, tu vois. Ils peuvent aussi te dire un peu les défis qu'il y a chez Chaudeau. Enfin, il y a plein de... voilà. Ok. T'écoutes des podcasts? Ouais. Alors, pas trop RH. Non, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des podcasts que tu nous conseillerais? J'adore. Peut-être des podcasts autour du féminisme que tu conseillerais d'écouter aux gens qui nous écoutent? Énormément appris avec Les couilles sur la table. D'accord, de Victor Toyon. Oui. Genre, c'est génial parce que t'as déjà, vu le nombre d'épisodes, tu te rends compte que c'est quand même un sujet qui est voilà, et qui est surtout en fait qui va questionner notre rapport à la masculinité. Et c'est du coup forcément qu'on touche au féminisme. Et c'est génial. Pour moi, j'ai tellement appris là-dessus, notamment avec l'épisode avec Isabelle Collet, qui est une chercheuse, pareil dans le numérique, et elle a écrit les oubliés du numérique, et qui est absolument, qui était une mine d'or d'informations pour moi et qui m'a permis vraiment de m'élever en termes de connaissances. Et puis après, il y a des petits podcasts que j'aime bien écouter. Les podcasts comme C'est ce soir, j'aime bien, tu vois, ou Sismic aussi, qui est génial. Alors, c'est des sujets qui sont très... il faut s'accrocher un peu pour les suivre. Je dis pas que je m'accroche à tous, mais qui ça permet d'aller aborder la conception du monde de façon un peu plus abstraite et puis de rêver un peu, quoi. Ok, très, très clair. Si je t'entends aujourd'hui sur le podcast, je peux te contacter? Tu réponds sur LinkedIn? Je réponds sur LinkedIn, avec grand plaisir. Vraiment. Ah ouais. Et t'es ouverte effectivement à rencontrer, à échanger avec toutes les personnes qui seraient curieuses d'en savoir plus sur ce que tu as fait. Ouais, bien sûr, avec vraiment grand plaisir. C'est aussi, je passe beaucoup de temps à le faire déjà parce que le jeu, ça me plaît et que ça me tient à cœur et que ça fait partie de mes convictions et de mes engagements. Ok. Un grand merci, Laurie. Merci à toi, Flo. Un grand merci. C'est super sympa de m'avoir accueilli, d'avoir accepté de refaire une partie de l'enregistrement suite au bug. Ça a été vite oublié. Franchement, moi, je kiffe Chaudeau parce que je pense que vous faites un travail formidable. Voilà. Ouais. Et que ça fait changer les lignes. Le podcast s'appelle On n'a jamais fait comme ça. Et c'est pas totalement innocent quand je l'ai appelé comme ça. Donc, moi, ça me fait changer mon regard, tu vois, sur. Génial. Et je te l'ai dit sur We Feel Good. Ouais. Sur ma boîte et sur ce que je veux faire de We Feel Good. Ouais. Donc,
Ce sera pas copier-coller exactement Tu sur peux. tout. Ça n'a pas de sens de copier-coller. Dire on est plus petit, etc. Ouais. Mais il y a vraiment plein de sujets que vous abordez et qui font cogiter et qui disent, et puis, voilà, les auditeurs qui vont au bout de cet épisode peut-être le découvriront dans quelques mois avec c'est mon sujet en ce moment, un nouveau We Feel Good en 2025. Tu nous tiendras au jus. Ouais, c'est clair. Trop bien. J'en parlerai sur LinkedIn, ça c'est sûr. Super. Voilà. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci Laurie, à bientôt. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!